3 accords simples. Ah ouais, ça c'est génial ce que tu fais, ouais, j'adore. Ça va les connectos? Ça va la commu? Ça va la commu? Super intro. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Paris Guitar Connection. Petit disclaimer, Johan Kempst n'est pas avec nous aujourd'hui, il est retenu pour raison de santé ou de travail, dira-t-on, mais il sera quand même présent dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Petite présentation du jour. Voilà. Ah oui, ça s'affiche quoi, ça, tu vois. C'est bon, ça. 3 sujets qu'on évoquera aujourd'hui. Le premier sujet, on va parler de comment faire de la musique à l'ère des réseaux sociaux. Alors bien sûr, en fait, ça fait longtemps que ça existe, mais du coup, on peut se permettre d'en parler avec du recul. Donc, et surtout, comment on vit artistiquement, comment on pense la chose artistiquement, comment on pense la composition, comment on pense, etc. Deuxième sujet, ce sera... L'improvisation existe-t-elle vraiment? Est-ce qu'on improvise vraiment ou finalement on ne fait que ressortir des choses qu'on a déjà faites et on se pose la question, moi je me pose encore la question aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Le troisième sujet, le sujet pédagogique. Le sujet pédagogique, ce sera tout simplement l'accompagnement à la guitare et comment nous voyons chacun notre manière d'accompagner, que ce soit quelqu'un qui chante, un autre instrumentiste ou jouer en groupe directement. Voilà, on a tous une expérience différente, comme on accompagne en classique, comme on accompagne en manouche, en jazz, en folk, en ce que vous voulez. Voilà. On commence tout de suite avec... en picking, etc. On commence avec ce premier sujet, qui est donc comment faire de la musique à travers le réseau social, avec le réseau social, et comment le réseau social, les réseaux sociaux ont, je pense moi... On bouffait notre vie. Hein. Voilà, ont modifié notre manière de penser les choses. Alors, déjà, il y a un truc de génération. Il y a des personnes qui sont nées avec les réseaux sociaux et qui ne se posent pas la question. Et il y a des personnes qui sont d'une ou deux générations en dessous, mais qui finalement ne vont pas sur les réseaux sociaux. Donc, par contre, nous, on a vu les choses arriver, et donc on a vu à quel point ça, moi en tout cas c'est mon cas, modifier notre manière de nous comporter vis-à-vis de la proposition musicale qu'on va faire, comment on va l'amener aux gens, et comment on compose la musique. Ce qui m'a fait penser à ça pour proposer ce sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 choses en fait. J'ai vu le post d'un producteur, musique électronique qui s'est épanché sur internet en expliquant que en gros les GAFAM on s'en est pas aperçu mais la manière dont ils sont arrivés dans notre vie avec voilà, les réseaux sociaux, le smartphone, etc. Ça a modifié complètement les comportements à la fois de comment on propose notre musique mais même comment on va la composer pour rentrer dans le réseau social, parce que c'est à travers les réseaux sociaux que se fait le plus la communication. Et je trouvais que c'était très pertinent, puis surtout ce qui est pertinent c'est de le dire quand même, c'est-à-dire que l'acteur principal de diffusion de la musique c'est le réseau social aujourd'hui, enfin je suppose, hein, à moins que vous ayez une autre idée, avant c'était la télévision et la radio, et maintenant c'est le réseau social. Et en fait, le réseau social, c'est quand même un format qui est... En fait, le réseau social, c'est le web. Tu peux pas dire c'est le web en général, parce que si on décide de... Moi, j'ai longtemps lutté contre le réseau social, et je me suis dit, j'ai un site internet, j'ai une page, et je fais vivre mon site avec des articles et tout ça, parce qu'avant, les WordPress, les sites internet, à travers la plateforme WordPress, qui est hyper simple à mettre en place, c'était justement dédié un peu le blog, le début avant le réseau social. D'ailleurs on avait tous des blogs en fait un petit peu, voilà, et du coup c'était le moyen d'éviter le réseau social. Le problème c'est que la bande passante, les gens sont beaucoup moins sur le site internet que sur le réseau social. Oui, d'ailleurs on se pose même la question de savoir si c'est utile d'avoir un site internet aujourd'hui. La plupart des artistes aujourd'hui... C'est un peu un réseau asocial. Ouais, exactement. Ça, c'est Guigui le blagueur. Déjà, j'aimerais bien qu'on définisse c'est quoi un réseau social. Ah putain. Rallye le boomer. Oh là là. Dixit, la personne qui poste le plus sur les réseaux. Hein. Oui. On est d'accord. C'est le plus vieux, mais finalement, c'est celui qui poste le plus. Hein. Et justement, parce que du coup, on va faire un tour de table de savoir comment on se comporte vis-à-vis de ça. Je vais tout de suite évoquer la raison pour laquelle, la deuxième raison pour laquelle j'ai pensé à ça, c'est qu'il y a eu le Giacomo Tour Gate.
qui s'est passé il y a quelques, on va dire, semaines. On est en train de tourner, là, on est fin mai. Et donc il y a vraiment eu un truc énorme, à savoir que c'est un guitariste qui a explosé sur les réseaux sociaux en faisant une musique hyper catchy, très courte, très très bien produite. Mais on s'est aperçu que du coup il volait le contenu musical d'autres guitaristes, qu'il ne sait pas jouer ce qu'il joue, qu'il le surproduisait, qu'il jouait au ralenti et qu'il accélérait, il vendait bien sûr. Bon, ça c'est le côté business. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est révélateur d'une manière dont on peut être happé par une manière de penser la musique et tout faire dans ce sens-là, parce que on pourrait même pas dire lui en vouloir ou pas. Lui, il s'est fait attraper par le truc, ça a marché, et il a continué en faisant de pire en pire, on va dire. Voilà. Ouais. Le vrai problème avec ce gars-là, c'est qu'il a volé des gens sans les créditer et qu'il a vendu des choses. Donc ça lui a rapporté de l'argent alors qu'il avait volé le contenu d'autres personnes. Mais n'empêche que, artistiquement parlant, il est parti dans un truc parce que c'est la pression du réseau social qui l'a amené là-dedans. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu dans cette manière de faire. Moi, je compose beaucoup à l'année. J'ai des morceaux qui peuvent être très longs, très courts, et des fois, c'est quand même con de se dire ça, mais je me dis, ce morceau, je l'adore, mais jamais je le ferai écouter sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Parce que, en fait, les gens ne l'écouteront pas, ça passera pas. Enfin, après, ça, oui, enfin, tu parles de certains... tu parles d'Insta. Je parle d'Insta, je parle il y a le format vidéo, oui, bien sûr. Je pense qu'il parle plus précisément, et c'est d'ailleurs le sujet, je pense, c'est le temps de cerveau disponible, quoi. Le temps de cerveau disponible, et l'algorithme qui est fait en fonction. Donc, exactement. C'est combien de temps... On sait qu'il n'est pas pareil sur, par exemple, sur Facebook et Insta, parce que du coup, les générations ne sont pas les mêmes, l'utilisation n'est pas la même. Et tu sais que globalement, il y a un morceau que tu peux mettre sur Facebook, parce que exactement. Les gens vont être plus... Et puis en plus, tu n'as pas les mêmes gens sur Facebook. Absolument. Et c'est plus que sur Insta, tu peux pas mettre d'intro sur ton morceau. Exactement. Non, mais donc voilà. En fait, là déjà, tu viens d'exposer le truc, quoi. Tu mets une introduction d'un morceau pour proposer quelque chose en longueur. Tu sais que c'est mort de toute façon sur les réseaux sociaux. Et le truc, c'est comme c'est l'appel pour qu'ensuite on aille écouter, par exemple sur un Spotify, un YouTube ou quoi que ce soit, ou même vendre ta musique. Tu sais que si ça, de toute façon, ça prend pas dans l'algorithme ou que ça va pas retenir les gens parce que les gens ils sont habitués à scroller, tu te dis, ça, je vais pas le proposer. Mais donc, du coup, en fait, y a une partie de la musique que tu fais toi-même qui va être empêchée, que tu vas toi-même empêcher de faire écouter aux autres parce que tu te dis, de toute façon, ça passera pas. Alors, heureusement, il reste le live. C'est-à-dire que moi, ces morceaux-là, justement, je les propose avec mes groupes et mes collègues musiciens et on les joue en live. Mais moi, ça m'a vraiment modifié ma manière de proposer les choses. Et je me demande même si ça modifie pas ma manière de composer. Dans le sens où, au bout d'un moment, il est possible, avec le temps, que tu te dises en fait, je vais pas partir là-dedans, quoi. Parce que ça sert à rien, quoi, tu vois. En tout cas, voilà, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens actuellement. Et c'est la vidéo de ce producteur. Si je retrouve, on mettra ça en lien. Qui était très honnête en disant je suis dégoûté parce que ma manière de proposer de la musique a changé et j'ai compris pourquoi. C'est parce que les réseaux sociaux ont pris tellement de place que j'ai changé ma manière de proposer de la musique. Et il fait le constat que c'est pas de notre faute à nous les artistes en fait. Moi, c'est surtout le côté artistique, en fait. Ouais. C'est, genre au moment où tu composes, quoi. Voilà, à l'intérieur de ça, j'ai l'impression que ça change ma manière intrinsèque d'être, quoi, tu vois, en tant que compositeur, quoi. Toi, par exemple, tu fais du classique, réseau social et classique, on a du mal à penser les choses ensemble, en soi, hein. Bien sûr, on voit des grands solistes faire avec un orchestre philharmonique derrière, ça, c'est des trucs qui se voient, qu'on retient, mais... penser la chose de manière plus intimiste sur le réseau social, c'est quand même plus dur, d'après moi. Du coup, ce qu'apporte le côté bénéfique du réseau social, quand on a commencé à l'utiliser, pour ma part, c'était de se dire, ok, il y a une partie de la communication, de la presse,
qu'on peut générer nous-mêmes. Donc ça, c'est un truc assez chouette, quoi. Finalement, on peut annoncer nos concerts, même s'il n'y a pas le dernier magazine spécialisé en guitare qui fait notre pub, ou un article radio, enfin une interview radio. Donc même sans ça, on peut finalement exister. Donc du coup, ça, c'est un truc très positif. À l'inverse, là où ce que je déplore, mais c'est ce dont on a parlé juste avant, c'est qu'en effet, et là par exemple pour la sortie du premier podcast, vous l'avez forcément vu cette vidéo, je partage All of Me pour faire la pub de cet arrangement de Roland Diens que j'ai donc enregistré à la maison. Il y a une magnifique intro avec des harmoniques et tout ça, oui. Et ça je sais que pour en faire la pub je ne peux pas la mettre parce que c'est beaucoup trop long le morceau, mais tu partages que l'intro. Ben c'est ça, parce que déjà l'intro fait 1 minute, c'est super, enfin peut-être pas 1 minute, mais en tout cas c'est assez long, et déjà c'est trop long pour le temps de la pub, et donc du coup faut poster que quelques secondes, donc c'est ça qui est un petit peu déplorable dans le réseau social, mais finalement c'est propre à l'homme, à l'humain, c'est-à-dire que moi c'est pareil quand je suis sur le réseau, finalement... Juste là que je m'arrête, ça c'est sympa, ouais, ça va vite, c'est super, le gars joue bien, et ouais, paf, c'est 20 secondes, et après je passe à quelqu'un d'autre. On est d'accord, de toute façon, le fait est là. Par contre, je te pose la question, est-ce que maintenant que tu as eu cette expérience avec le All of Me, et peut-être les expériences d'avant, est-ce que quand tu vas réenregistrer quelque chose, tu vas penser la chose différemment en te disant, je vais faire un morceau plus court, je vais faire un arrangement plus court, je vais directement passer à la minute, quoi, en gros. C'est quelque chose que moi qui est pas dans mon ADN et que j'arrive vraiment pas à faire. Et après c'est aussi ça qui est bien donc du coup dans les vidéos tuto que j'espère vous appréciez, c'est ce côté court du tuto. Ça c'est par contre je trouve ça super agréable et aussi en tant que guitariste quand je vais chercher une bonne idée, voilà, je vois la proposition d'un arrangement de l'hymne à l'amour de Rally, hop, ça va être assez court, on voit les accords, il explique et puis du coup peut-être en 30 secondes on a l'impression d'avoir une leçon au lieu de prendre 1 heure de cours. Voilà, en 30 secondes, on a un tuto qui est très condensé. Donc ça, c'est super en fait. Je suis d'accord, mais parce qu'on parle d'information, pas d'émotion. Ouais, exactement. Tu vois quand on a une information et qu'on arrive à aller à l'essentiel, quand on arrive à aller à l'essentiel assez vite dans une information, c'est cool parce qu'après, au pire, on re-regarde ce truc-là. Mais voilà, tant mieux pour... De toute façon, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui arrive à condenser rapidement. Voilà, donc à la fois en tant que consommateur, c'est super parce que d'ailleurs, et là c'est plus largement Internet comme le sujet, enfin tu as commencé en disant c'est Internet globalement, ce qui est super c'est le côté gratuit, parce que c'est vrai qu'on peut avoir plein d'infos gratuitement, alors qu'avant il fallait s'abonner au magazine, ou voilà, donc ça donc même... Pour la presse, ça leur a enlevé pas mal de fonds, quoi, finalement, mais parce que tout est devenu gratuit. Mais en tant qu'artiste, c'est encore compliqué pour moi de comprendre l'intérêt de partager quelque chose, justement parce que l'aspect gratuit, est-ce qu'on se donne du mal? Pourquoi? Pour être visible, mais voilà, et aussi ça, je trouve... C'est double tranchant, le côté gratuit. Hein. Exactement. Avec Internet. Et je trouve que ça a aussi vraiment désengagé les salles de spectacle, et les quelques cafés enfin les endroits où on va jouer sur la communication, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits et on vit tout ça à dire c'est ok, viens jouer, et puis alors du coup tu fais la com, tu peux me faire une affiche, tu peux me faire aussi, ça a une répercussion sur le live. Je vais venir jouer 4 heures, et en plus il faut que je te ramène les gens et que je te... voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi un truc globalement... Ça c'était un peu le cas déjà, à Paris, quand tu joues dans un... oui, c'est Paris, les gars. Sans les trucs. C'est normal. Il y a plus de demandes que d'offres. Et donc du coup, il y a plein de gens qui crèvent la faim pour jouer dans des lieux, et donc du coup, ils acceptent, oui, tout. Mais enfin voilà, on est tous pareils, de toute façon, on a envie de jouer, ça c'est normal. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue émotion et artiste, je pense que 1 minute, c'est hyper court pour finalement ressentir quelque chose, ou alors des trucs très primaires, du genre l'artiste de cirque un petit peu, quelqu'un qui jongle très très bien, ou qui joue super vite, voilà, le côté performance, cirque.
ça du coup c'est consommable très, très rapidement, ou choc, un peu genre le vidéo gag d'antan où le gars se casse la figure en 2 secondes, ou voilà. Du coup ça c'est instinctif, c'est instantané, pardon, c'est pas instinctif, c'est instantané, donc pour ce plaisir là c'est assez cool. Pour le reste, le plaisir d'une œuvre bien construite, du coup sur 1 minute c'est réglé quoi. Ça on passe à côté complètement de tout ça quoi. Toi François, moi je vais m'adresser à vous deux les gars, parce que vous jouez pas mal sur guitare acoustique, et je sais pas pourquoi je pense à vous deux en général. Je sais que François, toi en fait dans tes réseaux, j'ai vu que depuis pas longtemps tu avais un beau setup. Je sais pas depuis quand tu fais ça. En tout cas, j'ai remarqué que tu postais un petit peu plus avec un beau setup et une manière de proposer quelque chose. Une belle lumière. Qui fonctionne bien avec le format et tout. Est-ce que tu le fais justement parce que le format te correspond et que tu te sens bien, ou est-ce que tu le faisais déjà avant Alors non, je le faisais pas forcément avant. C'est vrai que j'ai fait 2-3 petites vidéos. Habituellement, je publie très peu, parce que je suis pas non plus un grand habitué de ce format que les réseaux nous imposent. Ça veut dire le format de téléphone, donc le format Reels, quoi. Donc vraiment, t'es à la verticale, pas à l'horizontale. Donc tu cadres pas de la même manière. C'est quand même assez différent, et les réseaux nous imposent ça pour rentrer dans certaines cases, certains algorithmes. Si tu veux rentrer dans les réels, il faut que ça fasse cette taille-là. Pourquoi ? Parce que c'est consommé à 95% sur téléphone. C'est vrai que le côté 1 minute, 1 minute 30, c'est assez particulier. Non, j'ai pas grande habitude de faire ça. J'ai fait ça pour essayer de me prêter un peu au jeu. C'est pas un exercice facile. C'est rare où je vais me filmer, faire des impros, tout ça. C'est pas dans mon habitude. Les peu de vidéos que j'ai fait, c'était toujours des compos, mais du coup, je les assumais pleinement en format normal, et la vidéo dure 2-3 minutes, le temps de ma compo. Ouais, c'est ça. Mais en gros, non, je me suis plus prêté au jeu sur une ou 2 journées. Je me suis fait 2-3 petites vidéos, j'avais installé, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Ça t'a fait kiffer ? Ça m'a fait kiffer, et pour le coup, je l'ai fait parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos assez spectaculaires où il y a tout direct dans le panier, tout est super, très produit. Et en fait, j'ai pas été à l'inverse de ça, mais j'étais plutôt en mode, dans la réalité, je joue pas parfait, je mets des nions, je suis humain, et je retouchais pas forcément ces vidéos. Il y a plein d'imperfections, j'ai pas fait d'édit, c'était vraiment un peu du one shot. Là, on touche aussi à un sujet, justement. Ouais, et moi, c'est un sujet que c'est vrai que tout ce que je vois, tout est beau, tout est bien léché, tout est bien travaillé. Et c'est vrai que nous, en tant que musiciens et connaissant un peu la technique, on sait qu'il y a de la post-production derrière, on sait qu'il y a de l'édit, on sait qu'il y a de la retouche. Et donc, je me suis prêté, on va dire, à ce format-là, mais en assumant pleinement le côté vrai, sans faire d'édit. Des fois, il y a des pains, mais bon, allez, ça passe rythmiquement, c'est pas toujours... Mais avec une belle production derrière, quand même. Parce ouais, que une belle production, j'enregistre ça avec des vrais micros, avec une vraie caméra, ouais, voilà. Essayer de faire un truc joli, simple. Techniquement, c'est dans ma pièce, j'ai une caméra, une petite loupiote sur moi, et un micro que j'essaye de mettre hors champ. Mais rester un peu authentique sur le truc, oui, en vrai, je joue comme ça, quoi. Pas essayer de faire un truc surparfait. Est-ce que tu vois ça ? Là, je pense à Rally, par exemple, qui lui est plutôt du genre à poster des vidéos où il va poser son téléphone, déjà pas en format debout, assez rarement. Il va le mettre en mode couché, parce que c'est en fait le format... Bah non, mais c'est le format de la guitare, c'est logique, quoi, tu vois. Et c'est pas mal. Justement, sans setup, parce qu'il a pas de setup, t'as pas de setup chez toi, d'ailleurs, t'as pas de carte son, t'as pas tous ces trucs, quoi, tu vois. Puis t'as pas de chez toi. On prête des guitares, j'ai même pas de guitare. Et du coup, toi, tu t'enregistres des morceaux que t'as l'habitude de jouer en solo, des improvisations, des trucs comme ça, mais c'est quelque chose d'assez naturel que tu vas pas faire en te disant... Je le fais pour le réseau social. Non. Tu te dis, tiens, j'ai envie d'enregistrer ça, je l'enregistre, ah tiens, ça me botte, hop, je mets ça sur Internet. C'est plutôt comme ça. Moi, je faisais comme ça aussi. Ouais, tu captes un instant. Déjà, la différence des collègues ici présents, j'ai pas ce côté, j'ai pas envie de dire geek, mais technicien. Ouais. Eux, ils connaissent bien le son, ils connaissent les micros, ils connaissent les vidéos, les lumières. Vous nous voyez juste sur un canapé, mais eux, ils ont déjà taffé 3 heures pour que vous ayez des belles images et du son, quoi. Moi, je viens, je m'assois dans le canapé et puis on y va. Et tu fais des blagues. Et voilà. Mais je fais un peu comme ça la guitare, en fait. Et le réseau social,
Si je me balade dans la rue, je passe devant une rue qui s'appelle rue Robert, je vais prendre une photo de la rue Robert et je poste en taguant Aurélien Robert, voilà. Si un jour je suis dans mon canapé, je suis en train de bosser un standard, je dis ah ouais bah c'est cool, je pose mon téléphone, je me filme, one shot, et puis je le pose comme ça un peu de manière instinctive, instantanée. Tu touches pas la photo ? Même pas. C'est vrai ? De temps en temps, je mets un peu ombre. Ça rend l'image un peu plus jolie. Je fais ombre. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Enfin, t'as quand même un iPhone 15. Hein. Ouais, voilà. Hein voilà, j'ai un bon il téléphone. Est sans filtre, rallié sans filtre, mais quand même. Et une bonne guitare. Non, mais du coup, c'est voilà, il y a ce. Bien sûr, on va en venir à Guillaume parce que Guillaume est le plus réseau social de nous tous dans sa manière de proposer du contenu, on va dire. Artistiquement parlant, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans une manière d'enregistrer où on se dit ah tiens, là on va le faire, mais ah oui, c'est format debout. Ah oui, il faut pas que ça dure trop longtemps. En fait, ça casse un peu le mood, moi je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai vraiment du mal à me mettre là-dedans. Tandis que toi, Guillaume, t'as quand même pris une bonne habitude de te mettre là-dedans, mais du coup dans une forme musicale qui te correspond vraiment et qui n'est pas du tout toute ta musique pour le coup. Là. Ouais, mais que tu as développé quand même. Oui. Ouais, en fait c'est marrant parce que je pense. C'est marrant parce qu'il y a quand même un genre moi mon concept c'est de faire que des impros, donc il y a quand même le côté moment donné, instant, tu vois, genre. Mais par contre, genre ce que je vais poster, et ça c'est à force, tu vois, de m'en rendre compte, parce qu'en fait je pense que le réseau social il est intéressant sur le côté social, dans le sens où en fait quand on a chacun notre compte Insta et qu'il commence à y avoir des gens qui suivent, en fait tu peux savoir en fait socialement, en fait tu peux te faire ta petite enquête un peu. Ouais, tu peux faire tes petites statistiques sociales. Ouais, en fait, tu vois, genre, c'est ouais. comme si tu créais un micro, je sais pas comment on dit. Excuse-moi, t'as pas fini l'idée. Donc tu peux savoir socialement. Socialement, en fait, genre, qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu testes tu testes les choses. Avec ta commu, tu veux dire ? Ouais. Ou avec les gens que tu, parce que tu peux déjà savoir. En fait, les gens qui regardent la vidéo, en fait. Oui, parce que c'est pas que ta commu. Ok. Tu peux savoir quel âge ils ont en moyenne, de quel pays ils sont. Oui, c'est ça que tu veux dire ? Non, je parlais pas de ça. Je parlais plutôt genre voilà ce qui marche le mieux. Ce que tu proposes toi. En fait, ce qui intéresse le mieux, parce qu'en fait, au final, tu parles de est-ce qu'on fait pour les réseaux sociaux ? Et moi, je pense que je fais pour moi. Et ensuite, par contre, je sélectionne pour les réseaux sociaux. D'accord. Tu vois, genre, là, tu parlais de ton... La version de Love Me de Rolandien, ce qu'on a partagé il y a pas longtemps. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, effectivement, c'est dommage que... Ce serait dommage, en fait, que finalement, la musique globale, parce que, en fait, ce que tu sortirais sur un album, en fait, ça a été influencé par Instagram. Du coup, en fait, finalement, tu mets que des moments forts. Mais ce que je trouve intéressant, c'est du coup, ça t'oblige... parce que voilà, on a tous envie d'avoir de la visibilité, et du coup ça t'oblige à te poser la question, qu'est-ce qui est quels sont les moments forts dans tout un truc, tu vois, de à quel point c'est pertinent en fait. Ouais, pertinent ou pas, parce qu'en fait finalement est-ce que oui, si t'as raison en fait. Je pense que en fait c'est une question de pertinence, mais je trouve que c'est pour moi, c'est pas parce que tu fais des millions de vues que c'est pertinent, tu vois. Genre, non, mais oui, je l'entendais pas dans ce sens-là, bien sûr. Au niveau mais c'est pertinent, ouais, genre, objectivement... Oui, ça permet de prendre du recul sur la musique aussi, tu vois, je vois c'est ce qui crée le fait que, voilà, tu vas... l'auditeur va s'arrêter, en fait, tu vois. Et du coup, tu dis que tes vidéos marchent ou que tu analyses, c'est par rapport au nombre de likes ou les commentaires. Ouais, le nombre de vues, le nombre de likes. Après, bien sûr, tu vois, genre, il n'y a pas de recette miracle, donc t'es tout le temps confronté à des, que ce soit l'algorithme ou autre chose, tu vois, genre, il y a des... Moi, je vois bien, depuis le temps que je suis sur les réseaux, je vois bien qu'il y a plein de choses qui changent, que ce soit l'algorithme, que ce soit moi, ma manière de faire, moi, ce que je propose, et aussi les gens. Tu vois, genre, il y a un moment, tu vois les modes. Tu sais, genre, quand ça fait quelques années que tu es sur un seul réseau social et que voilà, tu postes dessus régulièrement, en fait, tu commences à voir les modes, tu es dans un truc, et puis du coup, tu te prends au jeu, tu vois, genre de certaines modes, tu vois, genre, je comprends. Et donc, à un moment, par exemple, tu utilisais beaucoup, mais ça, c'est surtout dans la manière de filmer, tu utilisais le tracking, ouais. Mais oui.
ça, c'est hyper drôle parce qu'en fait, genre. C'est venu, c'est reparti aussi vite, on dirait. De mon côté, tu veux dire ? Non, mais même, je trouve, sur les ouais, réseaux mais en général, fait, je pense que c'est marrant parce que, genre. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de créer quelque chose de nouveau, tu vois, genre. Et en fait, genre, je pense que plein de gens le font et ça crée une mode parce qu'il doit y avoir quand même quelques gens qui se disent ah bah tiens, il a fait comme ça, je vais faire pareil, tu vois, genre. En fait, on est tout le temps un petit peu on est tout le temps influencé. Hein, bien sûr, les uns par les autres. C'est un mot-clé. Mais ce qui est marrant avec le tracking, c'est, tu sais, ce moment d'influence où tout va très très vite et tout le monde se met à faire la même chose. Et puis du coup, au bout d'un moment, assez vite, ça redescend et il y en a que quelques-uns qui le gardent et puis d'autres qui partent sur autre chose. Bien sûr, il y a des gens qui deviennent porn dans le truc, enfin, tu sais, genre à l'extrême. Et tu sais, je pense à Eric Assarson, j'adore. Oui. If you can't play jazz guitar like this and want to be able to try these 5 quick. Lui, il a explosé d'un coup avec une ou deux vidéos de genre il est en solo en concert et puis voilà, ça marche et puis du coup putain, ça a commencé à prendre et donc du coup le gars il s'est mis à rentrer dans le jeu des réseaux quoi. Enfin en tout cas d'Instagram hein, et ça a vachement bien marché et comme il est rentré là-dedans, il s'est mis aussi à faire beaucoup de pédagogie et j'ai l'impression que comme on parlait de l'influence qu'ont les réseaux sociaux sur notre manière d'être, lui, il s'est mis du coup à gagner sa vie en tant que... Parce que je pense qu'il était même étudiant à l'époque où ça, il avait commencé... voilà. Il s'est mis à... D'après ce que je vois, hein, à mon avis, commencer à bien gagner sa vie, à avoir une renommée de plus en plus importante. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça a modifié sa manière de proposer et de penser la musique. Il est possible... Mais parce que tu le vois que à travers Instagram. Non mais ça, bien sûr, mais on voit l'étendue du travail que ça demande aussi. Je crois que c'est un peu ça qui est, si on résume un peu là, c'est finalement le réseau social nous donne de la visibilité pour la presse, pour communiquer sur voilà, on arrive à faire de la pédago. Toi, tes vidéos, Guillaume, moi ce que j'en vois, alors je passe parfois sûrement à côté de choses, mais j'aime bien, c'est aussi tu présentes des guitares. Et laquelle tu préfères ? Et souvent il y a 2 vidéos ensemble, 2 guitares différentes. Et puis on a le choix on peut écouter les 2 petits extraits. Donc l'important, alors c'est pas forcément l'improvisation que tu vas faire qui est toujours bluffante, mais c'est aussi le son lié à la guitare. Et du coup ça c'est intéressant parce que c'est vrai que finalement on peut se faire une idée assez rapidement. On n'est pas obligé d'aller au bout de l'impro. Et ce qui est important pour moi, c'est que tu swipes. C'est ça, ouais. Tu vois, genre... Et que tu regardes les 2, ouais. Ouais, c'est le côté engagé. Ça, clairement, quand j'ai commencé à faire ça, ça a été directement influencé par Instagram parce que je m'étais rendu compte, parce que en fait, c'est important, je pense... de maîtriser ça. Enfin, c'est important, en fait, de se rendre compte sur son cas à soi. Ouais. Parce que des fois, on se dit ah bah tiens il fait comme ça, du coup je vais faire pareil et ça marche pas bien et tu te dis mais c'est bizarre parce que moi je faisais mon truc avant et ça marchait mieux, alors qu'en fait on a genre les gens qui sont intéressés à ton, enfin tu vois genre ta communauté elle est propre à toi, tu vois genre t'es pas et ce truc là de swiper quand c'est pas une idée que j'ai eue, c'est une idée qui a été directement influencée par le réseau. Ça n'a pas été un truc où tiens, ça n'a pas une idée originale. Tu veux dire Instagram ou c'est parce que c'est en voyant d'autres gens ? C'est Instagram qui m'a écrit directement, qui m'a dit tu devrais faire ça. C'est vrai ? Non. Ah ouais, tu m'as fait peur. Non, mais ça aurait pu être un algo, voilà, un truc. Non, c'est juste que genre il y a un moment je l'ai fait et ça marchait mieux, je l'ai refait, machin. Et il y a d'autres choses où je tente des choses et ça marche. Ce que je voulais dire du coup, c'est est-ce que finalement on peut être un artiste sur les réseaux avec ce que ça comporte, c'est-à-dire prendre du temps pour développer un discours, donc avec une vidéo qui est moins catchy, prendre du temps, faire naître l'artiste. Bien sûr, déjà il y a plein de gens qui le font. Je pense que oui. Alors moi je regarde moi ça parce que tu prends un artiste sur les réseaux ou un artiste de réseau. Ben, c'est ça, c'est finalement être capable, parce qu'on parlait de pédago, avec une petite capsule qui arrive, et un essai de guitare avec des petites capsules qui arrivent, mais finalement proposer un arrangement. En tout cas, si on parle d'Instagram, c'est souvent trop long. Moi, ma façon de commencer, de consommer. Mais même Facebook. Insta ou Facebook, voilà, c'est ça. Et après ça, on a même YouTube en soi, tu vois. Et du coup, toi, tu es sur Facebook aussi ? Ouais, bah j'ai un Facebook. Et est-ce que tu adaptes tes formats pour les 2 réseaux ? Je m'adapte dans le sens où je poste beaucoup moins sur Facebook et je poste,
Donc c'est séparé, c'est pas en même temps, parce que je crois qu'on peut faire les deux en même temps. Hein. En fait, je pense pas le truc comme tiens les réseaux et je balance tout. Enfin genre, je suis Moi, assez. Je sais que les gens qui me suivent sur Insta sont pas les mêmes qui me suivent sur Facebook. Et encore différent sur TikTok, c'est très différent. Sur TikTok aussi. Et du coup, je le vois pas. Je suis pas dans l'efficacité que genre de masse comme ça, tu vois, genre en mode tiens. Comme en fait ferait les boîtes de com, enfin les com, tu sais, les community managers d'artistes, c'est ça qu'ils font, tu vois, genre ils balancent tout comme ça. Et je dis ça parce que je l'ai vu un peu en interne avec des artistes avec lesquels j'ai travaillé, et je me suis rendu compte que c'était pas très efficace, mais en même temps c'est normal, c'est le plus rapide, tu balances tout sur le truc, mais du coup tu t'adresses à différentes personnes. Et puis parfois de ça la même manière. Mal, ça s'affiche mal. Il y a des trucs aussi, tout simplement techniques, quoi, et puis purement sur l'algorithme, on va dire que vulgairement le réseau social se rend compte si t'es flemmard ou pas. Parce que plus t'es flemmard, moins tu passes de temps sur la plateforme. Moins t'es un bon consommateur. Bien sûr. Donc c'est pour ça, au tout début d'Instagram, je me souviens, à l'époque, c'était avec Richard Manetti. Moi, ça commençait un petit peu tu vois, genre les vidéos, ça commençait à prendre un petit peu. Et puis Richard Manetti, super guitariste qu'on connaît. Le lien est déjà tous. Et lui, voilà, on voulait faire un peu grossir sa base sur truc. Et puis moi, je me suis dit, tiens, ça a marché pour moi, ça va marcher pour lui. Donc on a fait tout pareil, tu vois, genre les hashtags, les trucs, tu vois, t'essayes de comprendre en fait. Oui, je me rappelle de cette période, ouais. Ouais, et puis en fait, tu te rends compte qu'aussi, c'est genre. Lui, en fait, il a arrêté parce que ça le saoulait de poster autant, enfin de consacrer autant de temps à ça. Parce qu'en fait, il y a plus le temps passe, plus il y a des utilisateurs. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de, entre guillemets, concurrence. Et plus il y a de concurrence, plus c'est dur. Et ça, c'est plus pareil, c'est pas plus aussi facile qu'avant, où avant, en fait, tu sais, genre, pour être un peu, en quelque sorte, récompensé de l'algorithme, fallait que tu passes du temps, fallait que tu likes des gens, fallait que tu commentes, fallait que tu crées de la vie. En fait, c'est un peu comme si Instagram, c'est un endroit où on a mis des gens, et puis eux, en fait, ils te subventionnent que si t'es actif. T'es actif, voilà, t'es un acteur du projet. Moi, on va pouvoir assez rapidement passer au prochain sujet, avec une belle conclusion. J'en profite pour parler de Johan Kempst, qui n'est pas présent physiquement avec nous, mais on sait déjà la manière dont il propose du contenu, à la fois personnellement, artistiquement. Ses albums, il a sorti une musique il y a peu de temps, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est super. Armanoïde, merci. Et du coup, on voit bien aussi comment Johan il poste. On en parle ou pas ? En fait, il y a un truc intéressant quand tu parles, juste parce que ça m'y fait penser, mais en fait là tu parlais vraiment de l'influence qu'il y a sur les réseaux, et moi je pense que Giacomo c'est aussi, parce que j'en ai discuté autour de moi avec des amis, tu vois, parce que... Donc tu reviens sur Giacomo Tourin, qu'on a évoqué tout à l'heure, sur Giacomo Tourin. Tu veux dire des amis autres que nous ? D'autres copains qui sont derrière le canapé, qui nous ah oui. Et en fait c'est pas logique. Tu peux pas autant produire de contenu comme ça si tu ne triches pas. Après, psychologiquement parlant, il y a aussi le fait d'être déficitaire, soit d'un manque de confiance en toi, d'une qualité technique, qui fait que du coup, tu rentres à fond dans le format type Insta, en volant des gars, en cheatant ta manière de produire, etc. Mais plus rapide. Genre tu voles, c'est beaucoup plus rapide à produire. Il fait le nombre de vidéos il fait. Oui, mais donc parce que il économise on dit il est victime de ça, et en même temps le point de départ c'est un gars qui n'a pas tous les moyens d'autres personnes, techniquement parlant, il n'a pas les moyens, il joue pas assez bien, il ne compose pas, a priori pas du tout, du coup il repique, mais du coup ses lacunes l'ont fait aller dans un endroit où il va carrément dans le vol, dans le cheat, dans tout ça. Donc finalement, il est victime
du fait que personne ne l'ait vu et l'ait arrêté à temps. Le réseau social, normalement, il devrait y avoir une espèce de police d'une certaine manière. Oui, tu veux dire ce qu'il arrête, c'est le... Faire en sorte que le contenu qui est volé, parce que là Jack Gardiner, il avait entamé une démarche en justice. J'imagine qu'il a probablement prévenu Insta, qu'il y a des instances qui l'ont peut-être su, mais le réseau social s'en contrefou, en fait, tu vois. Mais attends, mais le réseau, Insta l'a averti ? Et non, justement, je pense pas, c'est bien le problème. Ça n'a pas arrêté. Non, oui, j'ai cru que tu m'as dit ce qu'il arrête, c'est le réseau social. Ça, c'est bien le problème. Le réseau social, de toute façon, que ce soit pour nous, notre manière de proposer de l'art ou n'importe quel contenu, le réseau social, ce qu'il veut, c'est du temps de cerveau et des vues. Donc, mais après, c'est à nous de savoir si on va dedans ou pas, quoi, tout simplement. Moi, je pense que c'est là où je pourrais rebondir, parce que ça fera peut-être même une habile transition avec le sujet d'après, quand on va parler d'improvisation. C'est que finalement, ce gars-là, en fait, il prend des extraits trop longs. Et c'est pour ça que ça fait vraiment plagiat. Mais alors qu'en vérité, tout le monde, moi je ne vais pas citer de nom, mais maintenant quand tu écoutes tel gars, il y aura toujours une petite citation de Django. Ah bah oui. T'écoutes il y aura une phrase de Birelli, tu l'as bossé, hop, tu la remets dans mais il prend la grille, il prend tout, il prend le Voilà, morceau. oui, mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est un peu à partir de combien de secondes c'est plagiat, à combien de secondes c'est hommage, au bout de combien de mesures c'est du vol, etc. De toute façon, là, on parle que du côté moral, parce que de toute façon, juridiquement, il n'y a rien là-dessus. Le problème aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où tu le mets, c'est plus à toi. Donc, oui, mais mais après, sauf si tu l'as déposé, si les gars l'ont déposé, quand tu cites dans ton chorus le chorus d'un autre, c'est pas un truc que tu as déposé à la SACEM, c'est un gars qui a improvisé, c'est pas un thème non plus, enfin tu vois, donc c'est un peu, je pense, d'un niveau légal, c'est pas viable. Voilà. En fait, c'est pas vraiment du vol, parce que l'autre il a pas déposé son chorus. Mais moralement, c'est du vol, parce qu'il a fait ça plusieurs fois. On s'en rend, tu vois, t'as les deux pieds dedans, tu vois, on s'en rend. En fait, imagine quelqu'un qui fait un bouquin et puis t'as 4 pages en plein milieu du bouquin, c'est les 4 pages du bouquin de quelqu'un d'autre. Tu vois. Après, on n'a jamais enfin, tu vois, on n'a jamais accusé Andreas Oberg d'avoir volé tout Birelli non plus. C'est ça que je veux dire. Mais en fait, ça dépend de la manière dont tu construis ton solo. Si tu fais exactement le même solo, tout le monde s'en apercevra. Il n'y a pas de problème. Mais si tu fais le mélange, bah oui, tu mélanges les mots, tu mélanges les phrases. En fait, c'est le langage musical, c'est ça, quoi, tu vois. Non, puis surtout, il n'avait pas d'autre carrière. Je veux dire, si t'as qu'une carrière sur les réseaux sociaux, on juge que sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, je pense qu'on va... Parce que du coup, ça fait une bonne transition pour le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on improvise vraiment ? Est-ce que l'improvisation existe vraiment ? La conclusion que moi je me permets d'en tirer, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez, c'est que je suis bon en transition. Il a fait un dame en plus.
après cette magnifique transition musicale, après la transition de rallye, on continue avec le deuxième sujet. J'hésitais à parler, si on allait appeler ça sujet philosophique ou pas. L'improvisation existe-t-elle vraiment? Improvise-t-on, nous, vraiment? Est-ce que on a des moments où on pense qu'on improvise plus que d'autres moments? On en parlera avec toi. Et est-ce que c'est grave, en fait? Est-ce que c'est un problème ou pas? Et alors, quand on parle d'improvisation, on parle du fait de prendre sa guitare et de jouer ce qui nous sort par la tête. On parle de faire un chorus de guitare pendant un morceau, que ce soit jazz ou autre. Et donc, du coup, moi, ça m'intéresse énormément parce que je pense à des artistes. Je pense, par exemple, à Julian Lage, qui est quelqu'un qui me semble approcher, comme un Django de l'époque, le maximum de ce qu'on peut imaginer d'un improvisateur, même si en fait ça se trouve lui dans sa tête en fait c'est pas du tout comme ça qu'il le conçoit, j'en sais rien. Donc déjà on en profite pour vous mettre un extrait pour que vous voyez ce que l'on imagine de improvisation à la guitare. Et en fait est-ce que vous pensez qu'il y a un état particulier dans lequel on serait susceptible de plus improviser, et si vous connaissez cet état, est-ce que vous essayez de le retrouver au maximum? Moi, je sais que, en fait, on était en jam il y a 2 jours, à la jam de François. Bien sûr, tu fais des morceaux, alors là, on est plus sur de l'ambiance contrebasse, guitare, voilà, il y a des solistes, des sax ou des violons, quoi. Et ça joue des morceaux qu'on a déjà joués la plupart du temps. Et on fait 1 ou 2 grilles de chorus là-dessus, bah voilà, c'est super. Et on s'est retrouvé sur la fin de cette jam à jouer un morceau qu'on connaît tous, un minor blues. Donc voilà, ça c'est le grand classique, un blues où on peut tous s'exprimer, c'est comme ça qu'on apprend limite l'improvisation. Et il y a eu un état très particulier où, à partir du moment où on a commencé le morceau, on sent que ça va bien se passer et on sent que c'est parti. Et moi j'avais pris le premier chorus, je sais pas pourquoi, il y a vraiment un sentiment physique qui s'est passé là-dedans. Quand tu t'es endormi là. Ouais, ça c'est l'autre, on en parlera aussi. Et cet état a fait une improvisation qui était à mon sens assez profonde, qui ensuite s'est retransmise aux autres solistes. Et on a vraiment kiffé ce morceau. Les gens qui étaient présents ont kiffé ce morceau. Bon, toi, tu étais en train de boire des bières. mais cet état-là, j'en parlais à des copains. Ah oui, tu étais à la basse à ce moment-là, en plus. Oui, il peut faire les deux. Hein. Ouais. Et oui, il peut faire les deux. Ça, David. J'en parlais avec des copains qui sont pas musiciens et qui étaient venus nous voir ce soir-là. Et ils ont dit putain mais ce morceau c'était super quoi. Ils ont ressenti cet état-là et je leur ai dit bah ça si ça arrive une fois un soir dans une jam sur un morceau, déjà c'est exceptionnel. Souvent ça arrive moins qu'un morceau par jam. Moi c'est le sentiment que j'ai. Et cet état-là, bah du coup quand je suis content de l'avoir eu. On est tous contents de l'avoir ressenti, mais on sait pas ce que c'est. Je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé toi justement de ce moment? Tu te rappelles de ce... Je m'en rappelle très bien, mes doigts s'en rappellent encore, j'ai toujours des cloques. Et non, ouais, c'est vrai que c'était assez cool. Moi je pense aussi que cet état-là vient parce que c'est ma jam et que les copains sont cool, voilà. Donc il y a le Faut côté... venir à ma jam. Non, mais voilà. il y a le côté humain aussi. Ouais, complètement. Il y a le côté humain, il y a le côté détente. On est dans un lieu où on est un peu comme à la maison. Et puis il n'y a pas de pression. C'est vraiment, on est là en train de se faire plaisir. Et je pense que ce moment-là, il va se retrouver plus facilement là-dedans que dans un plan où t'es une espèce de pot de fleurs à faire de l'animation, où je pense que c'est un peu plus compliqué. Ah, je ne dirais pas ça. Moi, c'est pareil, ça m'a fait tilt aussi. Moi, ça, j'aurais un peu plus, personnellement, de mal. Mais se sentir bien libre à la maison, comme si on était dans notre canapé, je pense que oui, ça aide à retrouver ces sensations-là. Ouais. Moi, j'improvise jamais aussi bien que je suis devant un public, que quand je suis devant un public. Pour moi, c'est indéniable. Ouais. C'est clair et net. Il faut que je m'exprime devant des gens. Et en live, tu vois. La jam au Gaston Laveur. Ah oui, c'est vrai. La nouvelle jam jazz. La première. La troisième. La troisième. Ouais. Oh là là. On n'est pas loin. J'ai un enfant. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais je trouve que improviser devant un public où il y a une espèce de connexion et où tu te sens porté par ce public, ou alors avoir un public qui vient pas forcément pour t'écouter et qui est complètement à côté,
Moi, là, par exemple, je vais avoir du mal, beaucoup plus de mal. Ah, c'est marrant parce que moi, c'est presque l'inverse. Rally, il me connaît, mais il sait que j'ai quand même j'ai un ego par rapport au fait d'aller chercher le public. Et des fois, tu vas le chercher par quelque chose de simple. Ça va être de l'énergie, du son, des choses comme ça. Ça va être par un côté être vraiment dans le swing, dans le côté très quand on parle de jazz, dans le côté dansant. Et des fois, ça va être juste dans la manière de s'exprimer où tu vas vraiment te concentrer pour essayer de raconter quelque chose qui vient des tripes. Et cette adversité avec le public, pour moi, elle est très très importante. Je pense que ça m'aide à plus improviser. Toi, tu disais que t'étais pas, que t'as tiqué aussi sur ce qu'il disait. Pourquoi tu pensais? Bah parce que, mais après c'est aussi parce que c'est une période où je fais beaucoup d'événementiel mais l'événementiel pour moi c'est du coup l'événementiel égale pot de fleurs clairement dans un coin. Mais je trouve que c'est un énorme terrain de jeu justement pour justement retrouver cet état-là, parce que il n'y a pas de pression. Donc en fait, du coup, c'est genre, t'as aussi pas de pression comme quand t'es avec les copains ou quoi. Et encore, hein, parce que tu vois, genre, on est tous très bons copains, mais tout le monde est genre très bon dans ce qu'il fait, et donc tu vois, genre... On s'écoute, tu vois, et donc on n'a pas envie de se décevoir. Enfin, tu vois, genre, on a envie de se mettre bien, tu vois. Genre. Enfin bref, je pense que en événementiel, ça a ce truc un peu où genre, oh bon, on s'en fout. Donc en fait, tu passes déjà toutes les politesses et t'arrives dans un... Et pour moi, en tout cas, dans mon cas, j'arrive beaucoup plus facilement dans un état comme n'importe quel soit le nom, moi j'appelle ça la zone. T'as galéré là. N'importe quel que soit le nom, hein, mon copain. Peu importe comment ils s'appelleront. He's in the zone. Okay. Voilà, in the zone. Je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Mais ouais, enfin, je sais pas, il y a ce truc où genre... Et en même temps, je ressens la même chose. Quand c'est un concert dans un club, quand il y a un truc, les gens ils sont là. En fait, quand les gens ils sont là pour t'écouter, genre, je me ressens presque pareil. Pour moi, en fait, c'est de les mettre bien que justement d'être dans le même état que quand ils en ont rien à foutre. Enfin, je veux dire, parce que c'est comme si, genre, si j'ai bien envie de te recevoir chez moi, bah, faites comme si, faut que je fasse comme si vous étiez pas là, tu vois. Et du coup, là, je serais bien, tu vois, et du coup, vous serez bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc, si t'es dans... Et en fait, l'état qu'on a, pour moi, on est tout le temps, c'est l'entre-deux. C'est parce qu'en fait, on sait que vous êtes là, tu vois. Donc, on a envie de bien faire. Et c'est ça le problème. Si on n'avait pas envie de bien faire, et ben, enfin, consciemment, en fait, il faudrait réussir à avoir envie de bien faire inconsciemment. Ouais, puis c'est pas facile d'avoir cette constance de lâcher prise quand on fait de la musique. C'est pas évident, ouais. Donc, sachant que là, on est en train de parler du fait de se sentir bien en improvisant. Mais on ne sait pas si on improvise vraiment. Mais continuons sur justement, parce que j'ai une transition qui est toute prévue de toute façon. Continuons sur justement ce sentiment d'improviser. Le moment où vous vous sentez le mieux finalement, c'est quand vous êtes seul, quand vous êtes en public, avec des musiciens. Est-ce que les musiciens nous influencent aussi? Toi, t'en penses quoi? Bah, moi j'en pense bien. Et toi? Super. Bah, évidemment, en fait, avec Aurélien, ça fait plus de 10 ans qu'on joue ensemble, donc évidemment, c'est le gars avec qui je me sens mieux. Et d'ailleurs, même quand on switch, parfois, contrebasse, guitare, contrebasse, là, ces temps-ci, on joue beaucoup à deux guitares. Et donc, évidemment, je connais son jeu, il connaît le bien. On joue avec nos forces, nos lacunes, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des lacunes. Et, mais pour moi, de toute façon, tout ça, ça fait partie... d'un langage, et que parfois tu as un peu comme des pièces imposées. En fait, depuis qu'on est petit, on entend parler en français, on a fait à peu près l'école, donc on connaît à peu près la grammaire, l'orthographe, etc., etc. En fait, là, on se met tous les 5 sur un canapé, et puis on se dit, tiens, on va faire ce sujet-là, et on parle. En fait, on a prévu ce qu'on allait dire avant. Donc en fait, on est en train d'improviser avec la langue française. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça. Ben oui, mais en fait, pour moi, ça c'est vraiment mon point de vue, parce que bien sûr, c'est ça. On n'est pas là sur ce canapé pour réciter un poème. Absolument. Même si tu connais très bien une fable de La Fontaine, ça va faire chier tout le monde. Même si tu l'as dit avec l'éloquence la meilleure du monde, pareil en jam, pareil en jazz d'une manière générale, si c'est pour recracher un chorus que tu as déjà appris par cœur,
Ou alors, pourquoi pas, tu fais un hommage à Django sur un titre parce que tu as repris son chorus de I'll See You in My Dreams, ou un chorus de Birelli parce que ça peut être comme un peu un exercice, un morceau de bravoure, mais c'est pas le propos. Quand tu improvises, c'est justement avec tes outils, ton langage, que tu essayes de créer une connexion, comme exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, sauf qu'on fait pas de la musique, mais en fait on est des orateurs, improvisateurs. Mais je sais plus dans quel sujet. Mais t'improvises pas donc. Bah si. Là, j'improvise en français. En fait, j'ai pas prévu ce que j'allais dire. C'est ça que je veux dire. Ouais, oui. Mais en même temps, les mots et la grammaire, je les connais déjà. Donc en fait, je fais des phrases sur le moment. Et pour moi, en musique, c'est pareil. Tu recraches un peu tes recettes. Parce que tu as quelques plans, quelques chemins, enfin, pour pas dire beaucoup, que tu connais sur ton manche. Donc disons que ça te donne une sécurité, un petit matelas de confort en tant qu'orateur. Justement, on va arriver sur Nico, parce que toi tu m'as dit par exemple, c'est vrai que quand on se connaît en tant que musicien, ça nous met un terrain aussi où on se sent plus libre d'improviser, comme être avec les copains dans un contexte. Il y a le fait d'être avec les musiciens, le fait d'être dans un setup particulier. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir la guitare, l'ampli, tel setup particulier pour se sentir bien. Donc il y a finalement se sentir bien à savoir si on improvise vraiment ou pas. En tout cas, se sentir bien pour s'exprimer, ça passe par énormément de paramètres. Être influencé, par exemple, par un musicien avec qui tu n'as jamais joué, ça peut te changer ton discours considérablement, d'un seul coup, tu vois. Après, il y a aussi un tronc commun, ou en tout cas une culture commune. C'est que là, on est là pour parler de guitare, essentiellement de jazz et tout ça. Mais en fait, Aurélien et moi, on écoute du rock, du rap, de la musique électro, du reggae, du machin. Si on prend deux guitares, là, tu me dis, tiens, jouer ça, un tube des années 80, je sais pas, il y a une espèce de connexion où on a à peu près la même sensibilité comme une mémoire collective, tu dis. C'est la culture commune. Ouais, tu dis, tiens, ça, je l'ai déjà entendu dans le top 50, et en fait, tu as des espèces de goût que quand moi j'étais ado, j'avais pas la musique dans ma tête. Mais maintenant, je précède en fait la grille harmonique. C'est ça. Le thème, il est pas trop compliqué, donc il tombe à peu près sous les doigts. Donc limite à brûle pour point, on peut improviser. C'est quelque chose qui existe, mais on peut le retranscrire assez vite. D'une manière générale, si tu joues un standard de jazz, il faut avoir bossé le thème, il faut quand même connaître. C'est ce que faisait. Pardon, je te coupe. Pardon, mais c'est ce que faisait Sylvain Luc, il me semble, dans ses concerts. Non, à un moment, il interpellait le public, il dit. Madame, vous pensez à quoi juste maintenant? Et puis les mots bleus. Voilà. Et hop, les mots bleus, chantez-moi un petit peu, nanana, et hop, il. fort. Et ça, en fait, on le fait souvent en live. Tu vois, les gens, ils nous demandent un morceau. Je fais, attends, je connais pas. Au Clairon des Chasseurs, tous les vendredis à Montmartre. Ils nous font écouter un truc, très souvent des musiques de maintenant. Et hop, j'écoute. Ok, je regarde. Ah ouais, ok, là, c'est telle tonalité, j'entends les degrés, hop, et puis avec Robert, en fait, on le rejoue. Tout de suite comme si on l'avait bossé à la maison, mais en fait on peut le jouer en live parce que on a déjà pas mal de bagages et de, comment t'as dit, de culture commune qui font que ça va vite, quoi. Le bagage ferait l'improvisateur. On va continuer. Nicolas, je voudrais avoir ton point de vue sur l'improvisation. Toi, comment tu la ressens? Parce qu'en fait, toi avec François, tous les deux, vous êtes les deux qui exprimez le fait le plus. Par exemple, toi François, tu dis, je me rappelle la dernière fois, tu disais, moi j'ai pas vraiment bossé les gammes machin ou les trucs comme ça. Tu vois, il y a cette notion de le langage musical est très large, mais en fait tous pareil. Moi je connais pas le mode messian, je connais pas les gammes indiennes ou des trucs comme ça, tu vois. Donc on est obligé de réduire notre champ des possibles d'expression. Mais du coup, on s'autorise à improviser avec ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît. Voilà, ça c'est important. C'est comme pouvoir s'exprimer avec des mots. Tant qu'on utilise bien les mots et qu'on les utilise à bon escient, le peu de mots qu'on connaît, on peut être très pertinent. Toi, Nicolas, quand tu improvises, est-ce que tu as un moment où tu te sens plus à l'aise qu'un autre moment? Comment ça se passe, toi, dans ta tête? Ma tête. Alors du coup, non, pour parler improvisation, je crois que ce qui est encore difficile pour moi, c'est surtout d'improviser sur quelque chose. Donc sur un standard, il faut vraiment que pour être à l'aise sur ce standard, il faut que j'en ai fait le tour plusieurs fois, que je sois quand même sûr de la grille, parce que vite je peux douter et du coup je vais plutôt douter de moi que des gens qui m'entourent, parce qu'en jam c'est aussi ça. Je me souviens, c'était pas hier, mais je me souviens comme si c'était hier d'avoir fait une jam où j'annonce Ménilmontant et on finit par jouer
After You've Gone et ça se finit en Many You've Gone. Ouais. Et du coup, c'est des choses qui sont du coup pour moi qui me font assez peur parce qu'en effet en jam on est entre copains mais on est aussi entre musiciens etc. Donc du coup c'est des choses qui peuvent vite me mettre... Je t'interromps 2 secondes parce que je sais pas s'il l'a fait, j'étais pas chez lui, mais Keith Jarrett, il disait je joue pas en live un standard si je l'ai pas bossé 100 fois chez moi dans toutes les tonalités. Voilà, c'est ça. Donc Robert Glasper exprimait la même chose en disant il faut d'abord écouter la version d'origine, ensuite écouter les grands covers de cette version-là, ensuite savoir jouer le thème, ensuite savoir jouer l'harmonie du thème, ensuite savoir le jouer dans toutes les tonalités, et à partir de ce moment-là, on peut commencer à se dire qu'on va improviser. Tu vois ? Voilà, donc ça reste du coup quelque chose qui est encore, qui parfois je suis pas à l'aise, mais je pense comme tout le monde finalement, s'il y a un morceau qu'on connaît moins bien, on est quand même moins à l'aise. Par contre, improviser sans structure, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est là où je suis... tu te sens bien ? Bien, ouais, c'est ça un peu quand on prend la guitare. Et je reviens, à chaque fois c'est marrant, on revient sur Roland Diens, mais lui il ouvrait son concert comme ça. C'est-à-dire que pour faire descendre la pression du premier morceau, voilà, tu te poses et puis tu improvises avec le son. Donc du coup on parle plus de structure harmonique, on parle pas de la mineure ou pas la mineure, on parle de faire une note, voir comment la salle réagit, en faire une deuxième qui t'emmène vers une troisième et puis après l'harmonie commence à naître un peu, on peut se faire une improvisation avec un chemin harmonique qu'on connaît tous, 1, 2, 3, 6, 2, 5, 1. C'est ce qui se rapproche le plus de l'improvisation en soi en fait, c'est que quelque chose appelle quelque chose mais qui n'était pas prévu avant quoi. Voilà, mais du coup la structure harmonique elle est complètement, puisqu'on est seul, elle est... ça passe en 10e plan. Donc ça c'est quelque chose, si on doit parler d'à quel moment je suis content et à l'aise, finalement c'est quand le chemin est à faire. Tu connais Ralph Towner ? Ouais. Ralph Towner pour moi c'est un peu le père spirituel de Roland Diens et Sylvain Luc, parce qu'il a vraiment des techniques Sylvain Luc. Et ce gars-là, je suis sûr, il est dans une espèce, parce qu'il a quand même beaucoup de pièces écrites, mais il y a aussi beaucoup de plages d'impro. Et il a la technique de la guitare classique avec le super son, et puis il fait souvent des concerts tout seul. Est-ce que fondamentalement, vous pensez qu'il y a des gens qui sont plus aptes à improviser que d'autres ? Est-ce que vous pensez que c'est par leur langage qu'ils improvisent mieux ? Ou il y a un état qui est plus profond, peut-être une manière d'avoir été éduqué, le fait de se sentir bien dans ses baskets, ou au contraire d'être, je sais pas, quelque chose. Je pense qu'on a aussi un point de vue assez... Enfin, on n'est pas tous unanimes sur le côté improvisation. Moi, je connais beaucoup de jazzeux sans citer sans citer de nom. Si, donne des noms. Balance. Non, je peux pas. Et où tu vois, c'est des super releveurs. Ils vont écouter un album, une phrase, et ils vont relever. Moi, c'est un exercice que je sais... Enfin, il me faudrait du temps pour le faire. À écouter. Je lis pas la musique, donc à écouter, chercher. Ils relèvent énormément et sur un solo ils vont le construire avec énormément de grandes phrases relevées et c'est une manière pour eux d'improviser. Moi je vois pas du tout, je les vois comme des super réciteurs, pas du tout des improvisateurs. C'est intéressant ce que tu dis, moi je pense à peu près la même chose. Mais pour eux, c'est comme le mec qui réciterait une fable de La Fontaine. Oui voilà, mais en fait ça va s'approprier à 2-3 notes près la phrase d'un tel ou d'un tel. Et ça relève beaucoup et construisent un solo quasiment avec des liaisons qui sont à eux, mais les grandes lignes, c'est des phrases super connues. Alors en vrai, ça jette, c'est super beau. Pour moi, ça relève personnellement pas vraiment de l'improvisation. Après, je dis ça, mais j'ai pas une grosse connaissance technique. Il y a plein de fois où je vais faire les mêmes choses où t'as l'impression d'improviser, mais t'improvises dans une espèce de zone de confort. C'est une demi-impro. Être vraiment libre de l'improvisation, où tu sais pas ce que tu vas faire à la note suivante. Pour moi, il y en a très peu sur la planète qui sont capables de ça. Tu citais Lage, on pourrait citer bien évidemment Sylvain Luc, on pourrait citer évidemment Biréli Lagrène, Django Reinhardt. Moi, Sylvain Luc, je le mets pas du tout au même endroit, mais quand je dis au même endroit, il n'y a pas de dessus ou dessus, mais pas du tout au même endroit que Julian Lage. Ah ouais ? Ah ouais, pas du tout. Pour moi, Sylvain Luc, je le connais, c'est un de mes maîtres à penser, bien sûr. Quand j'écoute, parce que j'écoute sa musique depuis que je suis très jeune, je connais son jeu par cœur. Oui, mais son jeu c'est le sien, sa manière d'improviser est la sienne. Oui, non mais je sais ce qu'il va jouer. Oui. C'est-à-dire que si moi je sais ce qu'il... Voilà, c'est les systèmes. Si moi je sais ce qu'il va jouer, lui il le sait aussi, tu vois. Oui, un mec qui me surprend plus et qui peut-être se surprend plus. Ça je suis pas sûr. De. Ça pour moi, là, c'est presque du domaine psy, ça.
en fait, que toi, tu connais tellement... si ça se trouve, tu le connais... Enfin, puisque Sylvain aussi, je l'ai poncé de ouf. Ouais. Et si ça se trouve, on le connaît plus que lui se connaissait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où, genre, il a pas du tout le même regard. Tu peux pas, en fait, avoir le regard sur toi que les gens ont. Je suis d'accord. Et pour moi, l'improvisation, elle est importante que si, en fait, on donne de l'importance au concept de l'improvisation, mais aussi si toi, tu penses que tu improvises. C'est qu'en fait, moi, je suis d'accord avec ce que dit François, dans le sens où, genre, pour moi, en fait, c'est vulgairement pas improvisé, tu vois, genre quand tu prends des phrases... les releveurs, ouais. Quand tu relèves des phrases. Et c'est un peu différent quand c'est des phrases à toi, parce que tu sais, genre, après, est-ce qu'on a des phrases à nous ? Parce qu'on a toujours, tu vois, genre, en plus dans le jazz, tu vois, toutes les enclosures, t'as l'impression que tout a été joué. Mais en fait, pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que toi, t'as l'impression d'improviser à ce moment-là ? Ouais. Et donc, ça change tout. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, je prends un mec extrême, hein, Pascal Grasso. Ouais. Pascal Grasso, si lui, il a l'impression d'improviser, ah ok. Mais genre pour certains, comme pour moi, quand j'écoute, j'ai l'impression d'écouter des pièces, que des phrases Bob qui ont été jouées par Oscar P, par Parker. Genre, c'est déjà... ses doigts savent déjà plus que lui. C'est là où il faut citer Frank Zappa. Oui. Dans une interview récente, tu vois, il y a une journaliste qui demande à Frank Zappa, genre, est-ce que vous pensez que vous jouez bien de la guitare ? Et lui, il dit, bah en fait, les autres guitaristes jouent de la guitare. Moi, je joue d'un instrument où j'essaye d'improviser dessus. Et à chaque fois qu'arrive mon tour de chorus, je sais pas si ça va durer 1 minute ou 5 minutes, j'essaye de me surprendre, j'essaye de surprendre les musiciens. J'essaye de surprendre la guitare. Et quelles que soient les phrases, en fait. Quel que soit finalement ton bagage, parce qu'en fait, c'est le regard que tu portes dessus, tu vois. Et peut-être que Julian Lage, puisque bon, c'est vrai que c'est enfin, tu vois, genre, je comprends que tu mettes pas Sylvain Luc sur le même truc, tu vois, de toute façon, on le fait, mais c'est absurde de mettre les gens sur dans des cases, oui. Ouais, enfin, tu sais, sur des piédestals ou quoi. Ou à des niveaux d'improvisation, tu vois, je sais pas si on peut les comparer. C'est pour ça que j'ai dit que je le mettais pas au même endroit. Je vais pas me permettre de dire. Il est pas au même endroit, mais tu vois, genre, si ça se trouve, en fait, Julian Lage, en fait, déjà le style de musique est tellement différent, le style de jeu est tellement différent, mais si ça se trouve, c'est aussi des trucs de système, mais en fait, c'est le regard qui est différent. Aussi, on le connaît moins. Julian Lage, on l'écoute moins. Donc, je suis d'accord, absolument. Et tu vois, genre, quand on écoute Julian Lage, commence à y avoir, tu vois, genre, oui, tu vois, il commence à y avoir des choses. Bien sûr. Et puis c'est des ouvertures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des systèmes qui reviennent, mais c'est des systèmes ouverts. Là où peut-être Sylvain... Et alors, justement, là, je pense que c'est pas mal de conclure là-dessus. Enfin, de conclure. On n'est pas tout à fait au niveau de la conclusion, mais tu parles de longueur. Toi, tu parles de la manière dont Sylvain construit ses chorus, ou Julian. Moi, je pense vraiment que la construction de chorus est une part extrêmement importante de l'improvisation, et que quand on ne sait pas justement combien de temps ça va durer et la manière dont on va s'exprimer, on ne sait pas comment on commence, on ne sait pas comment on fait évoluer le chorus, et on ne sait pas comment on va le terminer. Et en termes d'émotion, ça peut être extrêmement large. Là où en fait le reproche que moi je ferais aux personnes qui sont des serial releveurs là, et qui nous font entendre des phrases qu'on a déjà entendues, mais qui les mettent un peu dans tous les sens et qui font des prouesses techniques extraordinaires, c'est qu'en termes d'émotion, on a un panel qui est très réduit. Tandis que si tu prends... En fait, il y a des improvisateurs qui vont commencer un chorus sur un morceau, t'écoutes la même équipe en club le lendemain, jouer le même morceau au même tempo, la personne va commencer son chorus complètement différemment. Ah oui. Et à partir de ce début de chorus, va partir dans des phrases qui vont être complètement différentes. Et si le chorus, il a fait comme ça, des montagnes, tu sais pas, ça monte, ça descend, etc. Et ben le lendemain, si ça se trouve, ce sera complètement différent. Et là, je trouve que c'est mortel. Et Sylvain Luc, c'est pour ça que je disais que j'avais l'impression, moi, d'avoir fait le tour, c'est que même sa manière de construire ses chorus, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir vu à peu près le panel. Mais il est allé tellement loin en proposition d'émotion que du coup, c'était déjà très fort. Puis le concept est hyper large. C'est-à-dire que, genre, moi, tu parlais de l'ouverture de solo, genre Sylvain le faisait tout le temps, d'ouvrir une impro, son concert avec une impro. D'ailleurs, moi, ça m'a énormément inspiré. Tous mes solos, je les ouvre
pour ce truc, genre pour jauger la salle, se mettre descendre la pression. Et en fait, ce truc-là, lui, même quand il improvise solo, il a élargi tellement les concepts que, effectivement, quand on l'a tellement entendu, on sait un peu ce qu'il va faire, on sait parce qu'on connaît. Mais c'est lui qui a ouvert les portes. En mais fait. Voilà, il y a un peu ce truc-là, tu vois, genre. Ouais. Je suis d'accord. Oui, puis il a toujours aussi cette faculté de prendre un virage auquel tu t'attendais pas forcément, même si tu l'as beaucoup écouté. Oui, quoi. En tout cas, il l'a fait. Ouais, et d'ailleurs, alors que Birelli, virgule. Ah bah non, Birelli, il est. Non, c'est un grand improvisateur, hein. mais parfois ça. Mettez en commentaire. C'est beaucoup. Django, Benson, Wes Montgomery, machin, et après il fait tout à sa sauce. Mais justement, ce qui est génial avec Birelli, c'est le mélange de tous ces concepts de phrases et d'harmonie qu'on fait. Mais finalement, ça retombe un peu dans l'écueil du mais céréal. Mais il est moins carré que Sylvain, ce qui permet en fait d'avoir une sorte d'âme d'improvisation. Ce que je veux dire, c'est que oui, les phrases en elles-mêmes, mais genre le propos et ce qui fait qu'il va avoir plus de sorties de route et tout. Oui, alors que surprise dans la phrase. Sylvain, c'est plus improvisé, c'est plus technique, mais il y a les sorties de route sont prévues. Peut-être c'est des sorties de route, mais il y a quand même déjà le truc de la sécurité derrière. On est un peu d'accord. Il est plus cabotin aussi, enfin plus dans le sens où il va faire des blagues un petit peu constamment. Peut-être. Oui, et puis il aime bien aussi faire des citations. Oui, comme les citations. Ça c'est son truc. Ils ont intégré ça à leur jeu d'impro, quoi. En tout cas, voilà, si on devait conclure cette manière de se poser la question de savoir si l'improvisation existait, écoutez Django. Les mecs sont pas fermés. On sait, je pense Rally avait résumé ça avec le fait que c'était pareil que d'apprendre le vocabulaire avec l'orthographe, la grammaire, etc. À partir du moment où on a quand même un bagage solide, on peut s'exprimer et du coup improviser dans notre manière de nous exprimer. Intelligiblement. Ce qui est intéressant, c'est les émotions qu'on va y mettre à l'intérieur, de ne pas avoir un discours plat ou le discours qui ressemble à celui de quelqu'un d'autre. Et donc ne pas oublier justement la construction du discours et la finalité de ce qu'on veut exprimer en émotion sur le long terme du chorus. Je pense que c'est hyper important. Mais bon, c'est vrai que comment bien improviser si on n'est pas bien accompagné ? Comment bien improviser si on n'est pas... rechercher les... Ça c'est aussi un autre débat. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un débat d'ailleurs, parce que c'est très dur. En fait, c'est le sujet de... C'est le troisième sujet. Non. Allez ce serait bien de parler, ça. Bien, ouais. Et attends, on l'a refait. Transition. Mais non, on la garde. Non, on la garde.
Après cette magnifique transition de Nicolas, donc on continue pour ce troisième sujet sur l'accompagnement. Pourquoi je voulais qu'on évoque... Il faut que j'arrête de dire « je voulais », mais c'est juste qu'à un moment il faut faire des choix éditoriaux, n'est-ce pas ? Parler de l'accompagnement à la guitare. Ils sont plusieurs dans cette tête. Nous voulions. Parce que l'accompagnement à la guitare, c'est quelque chose qui peut parfois être négligé par les personnes qui sont solistes. Pourtant, je pense que c'est la chose la plus primordiale qui soit. Parce que si on a accompli quelque chose à l'accompagnement, c'est le sens du rythme, c'est le son, et c'est aussi comprendre comment les personnes qui jouent pour toi se comportent. Et donc du coup, on a chacun notre manière de voir l'accompagnement, parce qu'on fait absolument, là pour le coup, vraiment pas la même musique. Et je pense à Johan, qui va bien sûr participer au sujet. Johan, si tu nous entends. À travers des vidéos incrustées. Restez avec nous. Faut l'incruster en mode dieu du rock. Là, et ben voilà. Merci d'avoir niqué l'intro, c'est très sympa. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que on a vraiment tous des manières, vraiment là pour le coup, à la fois de nous exprimer musicalement à travers notre carrière entre guillemets de musicien, une manière d'accompagner qui est complètement différente. Donc je vais commencer directement par moi en évoquant de suite le sujet. Mais j'ai une guitare dans la main. Oui, oui. Et moi je, comme par hasard, nous voulions, mais moi je joue de la guitare. Et j'en profite pour expliquer de suite que les sujets pédagogiques, mais pas que, sont répercutés chacun chez nous. On va développer ce dont on va parler de suite, c'est-à-dire notre manière de voir l'accompagnement. Donc je commence de suite, moi qui ai été batteur pendant un temps. Oui, je ne sais pas si tu savais. Si, j'ai su. Il y a quelque chose qui m'importe énormément, c'est les temps forts, les temps faibles, et ce qui se passe à l'intérieur du temps. C'est-à-dire quand on compte 1, 2, 3, 4, en fait, à l'intérieur du temps, il peut y avoir des croches, des doubles croches, etc. Et on pense binaire ou ternaire. Donc du coup, moi, quand je pense l'accompagnement à la guitare, ce qui m'intéresse, c'est la liberté de la main droite. Et quand je parle de temps fort et de temps faible, je parle... ça, c'est l'afterbeat qui va venir. Et le choix des basses et des aigus. Voilà, ce qui fait qu'on peut faire quelque chose comme ça, par exemple. Coração. Voilà. Et donc du coup, en fait, il va y avoir beaucoup de petits sujets pédagogiques qui vont évoquer ma manière de penser l'accompagnement. Moi, je pense comme un batteur, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois bien dans le time, c'est-à-dire ne pas accélérer ou ne pas ralentir, et bien gérer le fait de savoir jouer binaire ou ternaire, et de surtout, quelque chose qui m'importe énormément, d'avoir le plaqué. Le plaqué, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important quand on accompagne. Je sais pas, moi, par exemple, oui, le plaqué, si tu veux. Et ce truc-là. Moi, j'aurais dit le plaqué de la scène. La snare. Voilà, la snare, le coup de caisse claire, quoi. Voilà. Et ça, il faut pouvoir savoir le placer quand on accompagne, mais vraiment de manière presque improvisée, savoir le placer partout et surtout savoir le faire sonner. Et du coup, avoir des débits à l'intérieur de ça. Donc, tout ceci est évoqué dans les shorts que vous retrouverez sur la chaîne, n'hésitez pas. Merci Aurélien. On continue du coup avec Rally, spécialiste, je dirais même esthète de la guitare manouche et de la pompe en général. Est-ce que tu veux cette guitare ou est-ce que tu veux celle-ci ? Écoute, on va rester sur la corde. corde. Là-dessus. D'accord. Avec Aurélien, on joue beaucoup de musique, du jazz, de la bossa, en passant par le rock, en passant par le reggae, plein de choses. Là, je vais essayer sur une guitare folk, essayer de faire un peu de pompe manouche, en sachant que ma façon d'appréhender l'instrument, j'imagine quasiment que j'ai pas de si et de mi. Parce qu'en fait, quand tu accompagnes, tu cherches le gras de la guitare, le truc qui ronronne derrière. Et en 2015, je crois, j'avais animé des stages de guitare manouche pour Django and June. Et les gars, ça les faisait marrer, mais je leur disais que le secret, c'était ça. Parce qu'avec un majeur, tu es censé écraser les deux premières cordes. Ouais. Donc si tu fais un accord de Do,
tu vas jouer ça, mais en fait avec un majeur tu joues sol do, avec un index tu joues mi la. Faut des gros doigts. Hein. Bah pas spécialement en fait, c'est un petit coup à prendre. Et en fait ça, limite on s'en fout. Partons arbitrairement sur un do 7, ré 7, et on va essayer de faire ronfler la guitare. 3, 4. Ah, ça ronfle. Donc voilà. Mais c'est quoi cette guitare? Mais c'est un truc de fou, le son. Elle a une guitare qui a du corps. Et donc voilà, en tout cas il y a des petits secrets que j'évoquerai dans des shorts, à savoir des positions d'accord, des positions où le majeur écrase plusieurs doigts, Et des positions. des trucs comme ça, que c'est des petits secrets de Rocky Gresset, mais ça reste entre nous. Et voilà, donc la pompe manouche, mais pas que. Bah, vas-y, passe la guitare directement. Même si c'est pas la guitare de prédilection de Nicolas. Toi, on en avait parlé pour préparer ce sujet, grosse préparation. Ce qui est très intéressant dans ton cas, c'est la manière dont tu proposes l'accompagnement. Alors, je ne vais pas dire en classique, mais en tout cas au doigt. Moi, je trouve que c'est quelque chose que je ne sais pas faire, qui me fascine. Cette manière de chercher le son et de chercher le temps, le time et tout, tu vois. Là, peut-être du coup, ce qui est... Donc c'est le point pédago, là, on est d'accord. Hein. Mm-hmm. Du coup, pour les guitaristes classiques qui nous regardent, je trouve que souvent, donc, déjà avec la musique classique, donc on va accompagner un soliste, on accompagne... l'écueil, ce serait de rendre l'accompagnement plat. Donc ce qui va être intéressant, c'est de réussir à faire vivre un accompagnement. Du coup, pour éviter de faire... vraiment les temps, on va essayer de s'échapper du deuxième temps en accentuant les croches, c'est-à-dire donc la basse reste présente, mais on va faire un décrescendo sur les trois croches qui suivent. Et du coup ça rend, alors on peut faire ça dans un sens, dans un autre, faire des nuances, mais ça rend l'accompagnement bien plus vivant, ce qui fait que pour le soliste, c'est plus mouvant, il y a plus de finesse tout simplement dans l'accompagnement, et ça rend la musique plus intéressante. Là où aussi c'est très différent du coup parfois dans le jazz, c'est qu'il faut être très à l'écoute du soliste. Alors pas que dans le jazz on ne l'est pas, mais c'est-à-dire en classique, on a beaucoup plus de rubato qui peuvent intervenir sur une phrase ou ça. Donc la notion de rythme très précise, où on va pas en déroger. Il y a plein de musiques avec lesquelles ça marche pas. Je pense à Piazzolla, mais même dans la musique romantique. Quand on va jouer des sonates de Giuliani ou de Mers ou des choses comme ça, en fait, c'est des musiques qui, au milieu d'une phrase, au milieu d'un mouvement, on peut très bien ralentir, voire quasiment s'arrêter. Et c'est des jeux qu'on peut avoir avec l'interaction qu'on a avec son soliste. Donc on est vraiment à l'écoute et on doit s'autoriser à suivre le soliste pour accepter ses ponctuations, en fait, finalement, et épouser ses ponctuations. C'est ça qu'on appelle des points d'orgue. Alors, le point d'orgue, il est souvent noté sur la partition. Donc là, pour le coup, c'est sûr qu'on va avoir un ralenti avant pour bien l'amener. Il y a d'autres choses où c'est pas noté et qui va rendre, en fait, ça va rendre l'interprétation plus vivante et aussi l'écoute entre les deux musiciens plus intéressante, parce que finalement, on est sur une partition, on pourrait se dire, allez, rendez-vous à la fin et faire notre job et pas créer ces interactions-là. Mais quand on a envie parce que ça fait 10 fois qu'on fait le même concert et qu'on a envie de se donner un petit peu de peps ou de vie dans notre ça rend vivant. Dans le duo, ça rend vivant, exactement. Donc là, le soliste peut dire, nous faire, pas un piège, mais en fait une petite pichenette pour voir si on est quand même à l'écoute, si on a l'oreille ouverte, et puis et là il a pris une respiration, donc du coup on doit essayer de respirer avec lui, quoi. Tu as presque dit le mot magique en disant duo, parce que ça, des interactions comme ça, que ce soit en trio ou quartet, voire plus, ça devient exactement compliqué. Là, donc du coup on doit vraiment un dialogue, enfin à deux, vous pouvez faire des vagues de tempo, exactement, ensemble, on va dire. Exactement.
C'est vrai que donc les fois où j'ai joué avec quatuor à cordes ou dans des formations plus grandes, bah là c'est des choses qu'on doit finalement répéter, préparer et se dire. Voilà. Donc il y a moins d'instinct, quoi, enfin d'interaction facile, quoi. Mais le travail est le même en recherche de son, c'est-à-dire que tu vas avoir des grosses interactions en termes d'action. On va dire, tout à fait. C'est un peu comme si, c'est un peu fou, mais c'est un peu comme si au milieu d'une balade, en manouche, on pourrait le faire au milieu d'une balade sur une danse norvégienne ou un tears, qu'à la fin de la première phrase d'expo, d'un coup, on prend un temps. Bah nous on prend un temps, comme ça. Wow. Tu bouffes un temps. Ouais, c'est un truc. J'ajoute un temps. Voilà, c'est ça. Et tu bouffes pas un temps, t'ajoutes un temps. Et j'ajoute un temps pour juste faire respirer, faire la musique. Alors du coup, c'est bon, on le fait. Ça fait chier tout le monde, hein. Oui, non mais nous ça rassure les débutants. Vous êtes pas si armoire que ça. Faut juste dire que c'était prévu. Voilà. Ça fait chier surtout les jazzeux parce que tu vois, par exemple, moi dans la folk, le bluegrass, qui sont vraiment métriquement les choses assez simples. Par exemple, la fin d'un solo va toujours reprendre, le 1 sera quand le chanteur reprend. Des fois, il peut avoir 2 temps, 1 temps, 3 temps, 4 temps, où ça reste sur le 1, tu vois. Mais est-ce que c'est le même accord? C'est le même accord. Ouais, ça reste sur le même accord. Et en fait, c'est un vamp en fait. Ouais, c'est ça, complètement. Tu vas nous montrer ça tout de suite. Johan nous explique comment il voit il a des super manières de proposer des accompagnements. Il travaille avec beaucoup. En fait, il sait tout faire. Et donc du coup, je sais que lui, il travaille beaucoup sur des styles de musique du monde, Afrique du Nord, Afrique, etc. Et je pense qu'il va nous faire des propositions de rythme comme ça, parce que c'est hyper enrichissant. Et pendant ce temps-là... Donc toi, tu es en folk ou bluegrass, tu nous disais, tu es en train d'accompagner. Alors ça ressemble à quoi l'accompagnement par exemple? Alors, c'est un espèce de strum où en fait on pense quand même beaucoup aux basses. Ça veut dire si on va prendre 3 accords simples. Ah ouais, ça c'est génial ce que tu fais, ouais, j'adore. Non mais techniquement parlant, il faut une sacrée précision pour quand ça va. Le bluegrass en fait, ouais, ça va, enfin bluegrass ou toute cette musique-là, ça tourne sur harmoniquement des choses pas très compliquées, mais c'est vraiment dans la technique d'accord où on va plutôt jouer, on va penser basse, guitare, vraiment. Ça c'est un bluegrass assez lié. Après t'as des mecs comme les Billy String, tout ça, qui au lieu de jouer vont plutôt... Ah ouais, il rajoute de l'info en fait. Yeah. Donc en fait c'est vraiment un technique... Elle sonne cette guitare, hein. Ouais, elle sonne, hein. Juste avant ça sonnait pas. C'est le Mediator. C'est le Mediator. Mais t'as toujours, en fait, si tu le penses très droit, ce truc de tac tac et avec le... Ouais, bien sûr. Et là, c'est le mélange des deux. Mais là, Billy String, par exemple, à la manière 2, il y a de l'info en plus, quoi. Ouais, il va avoir un peu... C'est un peu plus... C'est un peu moins lié. C'est un peu plus délié. Je sais pas trop verbalement ou harmoniquement l'expliquer. Et puis, c'est surtout, vu que c'est des positions où t'as quand même... Ouais, t'as de l'accord David, ouais. T'as de l'accord David. Je vais te faire... Bien sûr. Bien au sûr. lieu de... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, même ta manière d'attaquer les basses, moi je pense que si j'essayais de jouer la même chose, je pense que techniquement je pourrais y arriver avec un petit peu de travail assez vite, mais par contre j'aurais pas du tout le même son parce que ta manière... Moi en fait je serais toujours incliné de la même manière, tandis que toi, ta main elle fait vraiment comme ça là. Tu vois, c'est ça, ouais. Et c'est ce que c'est un peu un côté de couture, quoi. T'as ça si tu regardes beaucoup Tony Rice, qui était un peu le Django Reinhardt du bluegrass, qu'il est complètement. Il avait vraiment des manières d'accompagner où des fois il a fait des thèmes où tout est dans l'accord, c'est injouable. Ah ouais. C'est injouable. Et pourtant, la main ne bouge pas, quoi. Ou si ça bouge, il y a tout là. Mais juste ce côté de bouger, couture, quoi. C'est ouais, vraiment
Bah justement, je propose des exercices. Tu me diras si tu fais ce genre de truc. Moi, je micro. Ouais. Je propose des exercices où justement, tu vois, par exemple, et en fait, je dis que c'est un 8, tu vois. Et après, sinon, c'est un... Tu vois, moi, de cette manière, j'y arriverai pas parce que t'as quand même vachement l'avant-bras qui bouge. Ouais. Tu vois, dans ton geste. Toi, ta main, elle est assez... Moi, c'est vraiment tout au poignet, quoi. Ah ouais. C'est vraiment tout au poignet. Et j'arrive pas vraiment. J'ai souvent aussi mais le parce petit que doigt du coup, tu posé. récupères le son. Parce que moi, tu vois, je gratte plusieurs cordes. Je vais pas chercher qu'une seule corde. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu vois, j'ai souvent mes doigts ici, tu vois, qui me servent d'appui, un peu de rebond pour avoir le... Pour avoir la précision. Ouais, c'est ça. Ça te permet d'avoir la précision pour chercher. Bah, tu me diras, j'allais dire Billy Joel, c'est n'importe quoi. Tommy Emmanuel, il a les doigts qui est posé. Tommy, quand il joue au Mediator, parce qu'il joue principalement à l'anglais, et puis il a cette faculté d'avoir des cours anglais, les Fred Kelly, et en fait, il met son doigt là, et son anglais devient un Mediator. Il a ce truc-là. Est-ce qu'il n'a pas le doigt qui est posé? Exactement, et en fait, quand il joue au Mediator, il a toujours son doigt qui est comme ça, et son aller-retour, c'est le doigt qui le fait, voilà. Quoi. Il vient pousser dessus. Ça lui fait l'appui, il a cet appui-là. Okay. Et moi, j'ai souvent plutôt les deux. Ça m'arrive même des fois de tenir ma corde de... C'est pas très académique, hein, mais de tenir ma corde de mi aigu. Ouais, je comprends. Tu vois, je l'ai là, quoi. Ah ouais. Ça donne plus de pression. Et à contrario, tu vois, du jazz manouche, comme Rally nous expliquait, où on va pas faire beaucoup sonner le si et le mi, pour pas non plus donner trop d'informations et garder ce son vachement compressé. Vous devez. Dans ce style-là, c'est à 6 cordes, et c'est ça ce but-là, vu que c'est vrai que c'est un style qui joue assez rapidement aussi, qui joue sur des grosses dreadnoughts, donc sur des grosses cathédrales. Tu donnes vraiment tout et tu joues beaucoup aux cordes à vide. Sauf que, alors que dans le jazz, tu vois, les sols, tu vas plutôt venir étouffer. Tu maîtrises l'arrêt du son, quoi. Tandis que là, tu laisses résonner, quoi. Et ça aussi, de gérer le sustain d'une corde à vide, parce que quand je fais ça, t'entends mon... Mais il est vite chanté au bout d'un moment. Parce que si t'étais... C'est un peu trop bordel. Donc de réussir à le compresser un peu. Tu fais un petit mouvement quand même avec ta main. Ah ouais. Pour pas que ça s'empiète. C'est super. Ça. Et puis ce qui est cool aussi dans ces accompagnements-là, c'est que tu vas toujours chercher... Donc t'as un petit rôle aussi de bassiste, aussi des 3 premières cordes, où au début tu restes... Ouais. Et après, t'as envie de faire des chemins. On va se marrer dans les vidéos là. Mais il y a des trucs cool, ouais. Il y a des trucs à prendre là. Bah, tout ça, c'est en tuto, hein, de toute façon. Donc, il faut absolument que vous alliez chercher YouTube. les tutos qu'il y a avant sur les sujets précédents. Et ça continue, voilà. Encore. Toi, Guillaume, quand j'ai pensé à l'accompagnement, on en parlait avec Rally déjà, quand on joue avec toi, ce qui nous surprend, c'est ça qui est cool dans la manière de penser l'accompagnement, c'est que ce qu'on remarque, et tu vas l'expliquer du coup en tutoriel, c'est que du coup, c'est ta manière de faire bouger un petit peu l'harmonie qui fait une surprise, un peu comme un batteur jouerait sur ses cymbales un peu, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est à ça que je pense. Okay. Et tu vois qu'on joue quoi? Bah en fait, il y a plusieurs trucs. En fait, quand tu parles de bouger l'harmonie, on va dire... il y a le rythme aussi. Ça va être en fonction aussi de ce que tu fais, de ce que tu joues. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vas jouer, quelque chose de simple, plus moi je vais complexifier. Tu vas charger, ouais. C'est-à-dire que genre si tu vas t'amuser à jouer que sur la pinta demi, tu vois par exemple si notre grille c'est... On reste là-dessus. Ou pinta de si, hein, j'avais pas pensé encore. Tu vas faire une répétition par exemple sur...
propose, parce que déjà t'es assez fourni dans ce que tu dis. En majeur, parce que... Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est un peu Guillaume qui fait du Mucha, là. Et du coup, ton chemin, là, si tu penses à quelque chose comme ça, c'est vraiment parce que tu as une connaissance harmonique. Et ce qui est intéressant, c'est que on est obligé de conclure parce que en termes de moyens et de caméras, on n'a pas toute une équipe qui est derrière, hein. C'est nous qui gérons et on sait qu'on arrive à la fin du temps réglementaire de ce que la mémoire nous permet. Et donc du coup, Guillaume va tout nous expliquer, tout simplement en tutoriel, à savoir comment ça se passe dans sa tête pour pouvoir retranscrire ça dans les doigts et avoir cette liberté harmonique. J'ai hâte. En attendant, moi j'entends plus une main gauche de pianiste que des cymbales d'un batteur. Ouais. En fait, moi, ce que j'avais travaillé, de toute façon, je sais même pas si ça sert d'en parler encore, mais c'est plutôt à l'inverse des guitaristes de... Tu sais, quand t'apprends le jazz, et plutôt, tu sais, de... Quand on tape, là, genre ton... Comment t'appelais ça, là? L'afterbeat, là. L'afterbeat. Le plaqué. Il arrêtait l'accord. Et ça, c'est un truc que quand tu démarres à la guitare, tu vois, il l'arrêtait. Et moi, en fait, ce que j'aimais bien, et ça, un des seuls guitaristes de jazz que j'entendais faire ça, c'était Sylvain Lux. C'est-à-dire, en fait... Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, il déliait, t'entendais la basse. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux... Bien dissocier les deux, quoi. Bien sûr. Bah ouais, en fait, il y a plusieurs instruments, là. Ouais, tu peux jouer le piano qui reste avec sa pédale comme ça, et puis t'as le bassiste qui se fait plaisir. C'est ça, plus l'afterbeat du batteur. Voilà, et rajouter des trucs. Et l'afterbeat, le fait de pouvoir le faire juste là, au lieu de le faire là, comme ça, ou tu vois, genre, même... Ouais, mais c'est ça. Ouais, ça dépend. Et tu penses que tu vas pouvoir expliquer ça à des gens Je sais pas. Ça dépend combien la prod me paye. Non, mais oui, je vais faire un truc. C'est donc malheureusement la fin de ce nouveau podcast de Paris Guitar Connection. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter tout ce qui vous intéresse et à en parler autour de vous. On continue, la suite continue de toute façon. Faut vraiment pas hésiter à s'abonner parce qu'il y a beaucoup de contenu et encore beaucoup de surprises en termes de propositions musicales et aussi il y aura des invités bien sûr, des gens avec qui on parlera, des instrumentistes, pas obligatoirement des guitaristes et pas obligatoirement même des musiciens, on verra. Donc merci beaucoup, à la prochaine et vive Paris Guitar Connection. Ciao. Partons sur un Do7 ou un Ré7. Bah voilà, faisons une pompe sur Do7 et Ré7. Pour moi, il faut faire ronfler la guitare dans le bas. Et évidemment, comme on joue du swing, il faudrait que ça swing. Ça serait même encore un peu mieux. 3, 4. Attends.